Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes avec une figure importante de l'espace politique qu'on ne présente plus, l'honorable député Mamadou Lamine Diallo. Mamadou Lamine Diallo, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs, tous nos internautes. Je vous salue, je vous encourage également vraiment dans ce travail que vous faites pour éclairer les consciences. Merci beaucoup. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, où en êtes-vous avec les parrainages? C'est la croix et la bannière, hein? Oui, le parrainage, c'est un exercice difficile que nous avons combattu. Personnellement, je suis contre le parrainage. D'abord parce qu'il est injuste, ensuite il est corrompu, il ne renforce pas la démocratie, il ne renforce pas la conscience citoyenne. Moi, j'ai vu le parrainage au Mali. J'ai vu comment les dérapages ont conduit à l'affaissement d'abord de la démocratie et maintenant à l'effondrement de l'État pratiquement au Mali. Et cela m'inquiète beaucoup pour le Sénégal. Bon, maintenant, cela nous a été imposé par Macky Sall, comme vous savez, par la force, puisqu'il avait la majorité écrasante dans l'ancienne législature. Et donc, c'est parti. Et maintenant, nous sommes obligés de passer par cette étape. En ce qui nous concerne, TECI, Parti de l'émergence citoyenne, on a appris comment on pouvait faire le parrainage. D'abord, il y a le parrainage écrit sur les fiches. Nous avons la fiche 60, cette fois-ci. Et puis également le parrainage électronique, qui fait foi en réalité devant le Conseil constitutionnel. Nous avons appris depuis 2019, nous sommes passés par les législatives. Et là, je crois pouvoir affirmer que nous aurons nos parrainages pour l'élection présidentielle 2024. Nous sommes en train de finaliser, c'est bouclé. Je pense qu'à la fin du mois d'octobre, ce sera bouclé, Inch'Allah. Des parrainages qui font couler beaucoup d'encre avec voilà, la décision de la DGE de ne pas mettre le président du PASTEF, Ousmane Sonko, sur les listes électorales. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas dans une impasse électorale avec ça? Impasse, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que nous sommes dans de grosses difficultés. Je l'ai dit et répété, lorsque j'ai été au Magal de Touba, lorsque je suis allé à Tivaouane, lors du Gamou, donc chez les khalifes généraux, j'ai également affirmé là-bas que les cartes étaient dans les mains de Macky Sall. Et que par conséquent donc, c'est à lui à prendre les dispositions pour que nous puissions avoir une élection présidentielle juste, pacifique et un Sénégal stable. Pour cela, il sait ce qu'il doit faire, puisque après les émeutes qui a eu lieu ici en 2021, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir, avait effectivement envoyé une délégation pour rencontrer les forces de l'opposition. Et à la suite de ça, un mémorandum lui a été remis et les conditions d'un Sénégal de paix et de stabilité ont été bien précisées dans ce mémorandum. En conséquence, c'est au président Macky Sall à prendre les dispositions. Moi, je pense que Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, président de PASTEF, doit participer à l'élection présidentielle. Et par conséquent, il lui faut le dossier de parrainage. Je crois que la décision de justice de Ziguinchor vient conforter ce point de vue de l'opposition, mon point de vue. Et ce travail va continuer, cette lutte va continuer, on va voir ce qui va se passer. Mais le Sénégal a besoin de paix et de stabilité. Le Sénégal ne peut pas sombrer. Le Sénégal est la lumière de la démocratie en Afrique et la lumière de l'état de droit en Afrique. C'est pourquoi le Sénégal ne doit pas sombrer. Mon combat politique s'est inscrit depuis le début, souvent d'ailleurs avec beaucoup de critiques, en me disant que vous ne renforcez pas votre parti. Mais pour nous autres, ce qui était important, et nous l'avons toujours affirmé, ce sont les priorités institutionnelles, y compris en Afrique. C'est elles qui déterminent le développement économique, social et environnemental de notre pays.
Ces priorités institutionnelles nous obligent à avoir une présidence de la République qui est l'institution la plus importante. Celle-ci doit être normée et modernisée. Mon combat politique, vous pouvez le constater, a été de dire qu'il nous faut arriver à un consensus fort sur le fait que le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats. Ce combat, commencé depuis les années 93 par nos devanciers, je pense que nous l'avons gagné cette fois-ci avec Macky Sall. Il faut aller dans cette direction-là pour pouvoir, encore une fois, et je vais le dire tout à l'heure, renforcer, moderniser et stabiliser l'institution président de la République. Et à partir de ce moment-là, les institutions pourront être stables et légitimes. Et autour de cela, il sera possible de mener des politiques publiques capables de rehausser le Sénégal, de redorer le blason du Sénégal. C'est une belle transition parce que force est de constater que vous insistez depuis presque 2007 à devenir président de la République du Sénégal. Vous avez été un brillant haut fonctionnaire, vous êtes député depuis quelques années. Pourquoi vous insistez? Qu'est-ce que vous avez à offrir au pays pour insister comme ça? Nous avons un projet pour le Sénégal. Nous avons un projet pour l'Afrique de l'Ouest en particulier. Nous avons les possibilités pour qu'en 2045, 2049, le Sénégal, à la tête de l'Afrique de l'Ouest, soit parmi les 10 plus grandes économies du monde, le G10. Et cela est très clair dans notre tête. Nous savons comment y arriver avec le soutien du peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle TECI a été créé en 2007 avec Moussa Ndiaye, notre premier coordonnateur national, lâchement assassiné d'ailleurs, par ceux qui croyaient pouvoir nous intimider et nous empêcher de poursuivre notre chemin. Nous allons y arriver. Nous avons gagné une importante bataille, celle qui consiste à ce que le président de la République ne puisse faire que 2 mandats de 5 ans. Peut-être pour beaucoup de gens ce n'est pas important, mais pour nous c'est fondamental. C'est le point de passage pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, stabiliser les institutions. Depuis 1996, lorsque j'ai écrit l'ouvrage « Les Africains sauveront-ils l'Afrique ?», j'avais un peu plus de 30 ans, j'ai fait le tour de l'Asie de l'Est. J'ai travaillé à la Banque mondiale. À l'époque, l'Afrique était sous ajustement structurel, sous le diktat, comme on l'appelait à l'époque, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est dans ce contexte que j'ai pris mon courage à 2 mains pour aller voir moi-même, en scientifique, ce qui se joue en Afrique de l'Est, en Asie de l'Est. J'ai constaté, après, que pour l'Afrique, si on devait la sauver, il fallait régler les problèmes institutionnels. Les Africains n'ont pas réglé 2 problèmes jusqu'ici. Comment diriger et qui doit diriger? Comment diriger et qui doit diriger? Vous entendez souvent les Africains disent, les jeunes Africains, mais nous avons tout. Nous avons les ressources minières, c'est vrai. Y compris le Sénégal, qui n'était même pas considéré comme un scandale géologique, comme la Guinée ou le Congo-Kinshasa, c'est comme ça qu'on les appelait. Nous avons les ressources humaines, évidemment. Nous sommes formés dans tous les domaines. Dans tous les pays, dans la diaspora, les Sénégalais brillent, occupent des postes importants, savent faire ce qu'ils doivent faire. Et quel est le problème? Moi, je réponds. Je vous le demande. Ce sont les institutions. Il ne faut pas les négliger. Je vous ai dit que c'est la chose la plus importante. Ça vous paraît simple, mais les solutions divines sont toujours simples. Les solutions divines justes et vraies sont aussi contre-intuitives. C'est-à-dire que l'intuition, vous considérez que c'est contre-intuitif parce que l'intuition vous conduit souvent vers de fausses solutions. Et vous passez à côté de la vraie solution. Il faut que nous résolvions. Il faut que cette question soit réglée au Sénégal, parce que le Sénégal, c'est la lumière de l'Afrique. Ce combat, je l'ai mené. Je l'ai mené avec TECI, avec courage et détermination, sans compromission, sans compromis. Depuis, sous Abdoulaye Wade, nous avons continué à insister, à nous battre, à manifester, à organiser l'opposition pour cela. Depuis ICR, avec Madiaye Mbodj qui est au PASTEF, avec Dr Diallo Diop qui est au PASTEF,
nous sommes allés à Benno Siggil Sénégal rejoindre Ousmane Tanor Dieng. Après, nous avons fait les assises nationales, ou avant, nous avons fait les assises nationales, pour être plus précis. Ensuite, Benno Siggil Sénégal. Ensuite, nous avons fait le M23 ensemble. J'étais à la place Soweto le 23 juin, n'est-ce pas? Nous avons par la suite créé Manko Watou Sénégal. Nous avons créé par la suite le Front National de Résistance. Tout cela pour aboutir à cette victoire que désormais le président de la République du Sénégal fera 2 mandats. Il faut approfondir la réforme. Et est-ce que vous pensez, honorable Mamadou Lamine Diallo, que maintenant votre message est bien audible? Bien entendu. Notre message sera de plus en plus audible. Ce que j'ai dit aux Sénégalais, je vais réduire les pouvoirs du président de la République. Le président de la République doit être justiciable, comme les autres. Et je suis prêt à me l'appliquer moi-même. L'honorable Aliou Souaré, qui soutient ma candidature, qui est l'un des Sénégalais qui connaît le mieux la loi législative, en tout cas la loi électorale, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout ce qui touche au fonctionnement des Assemblées nationales, en tout cas dans le monde francophone, c'est l'expert le plus avisé. Il m'a dit, Mamadou Lamine, celui qui ne veut pas réformer la Constitution, il va faire comme Macky Sall. Parce qu'avec tous les pouvoirs qu'il y a dans la Constitution pour le président de la République, inévitablement, il fera comme Macky Sall, c'est-à-dire faire ce qu'il veut. Passer outre le droit, nommer qui il veut, quand il veut, comment il veut, sans considération aucune des compétences, de la capacité de cette personne à mener les tâches à lui confier. Alors, il dit, je vais vous soutenir, parce que vous êtes très clair, en annonçant que vous allez modifier la Constitution et réduire les pouvoirs du président de la République. Il doit être justiciable, comme j'ai dit. On doit encadrer ses pouvoirs dans le domaine des ressources naturelles, c'est-à-dire le foncier, la terre, qui est une vraie bombe foncière. Et le responsable de cette bombe foncière, c'est Amadou Ba. Oui, on va revenir, parce que vous avez eu des mots très durs à son encontre. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé à Bambilor. Je ne suis même pas sûr que le mot bombe foncière soit même correct. Il faut mieux parler des mines. Les mines, là, les mines, parce que partout, la terre est minée. Ça explose à Bambilor. Il y a une dernière, c'était à Nengeler, je crois. Voilà, et ça va exploser ailleurs. Alors, donc, dans le domaine des ressources pétrolières, gazières, tout cela, je pense que le président de la République, il faut encadrer ses pouvoirs. Il faut sortir de la logique actuelle où c'est le président de la République qui décide ce qu'il veut dans ce domaine avec son Premier ministre et ses ministres. Il nous faut évidemment, comme on l'a dit, rendre effective la séparation des pouvoirs, notamment avec la justice. Le président ne doit plus être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut passer à une cour constitutionnelle, pas un conseil constitutionnel qui peut faire ce qu'il veut. Donc tout cela, à mon avis, fait partie du paquet de réformes pour moderniser l'État sénégalais. Votre vision tranche en quoi avec le PSE, fondamentalement? Fondamentalement, le PSE ne considère pas qu'il y a des problèmes institutionnels au Sénégal. D'une part, c'est très clair. Pour Macky Sall, j'ai déjà eu des discussions avec lui quand on était ensemble au M23 ou à Benno Siggil Sénégal. Il considère que les institutions telles qu'elles sont au Sénégal, qui donnent tout le pouvoir au président de la République, ces institutions-là fonctionnent. Macky Sall est même contre qu'il y ait un ministre chargé des élections qui soit neutre, comme on l'a eu avec M. Gueye, je crois, ou avec le général Cissé. Macky Sall est contre tout cela. Maintenant, évidemment, l'autre élément de divergence radicale, c'est que j'ai toujours considéré qu'il était temps de passer à l'industrialisation planifiée du Sénégal. C'est-à-dire ramener des usines pour que les jeunes Sénégalais travaillent, qu'ils soient diplômés, qu'ils aient une fonction, qu'ils aient une formation professionnelle technique, ou qu'ils ne soient pas diplômés. Seules les usines. Il ne faut pas qu'on se trompe. Bon, sur la question de l'industrialisation, le PSE est radicalement opposé à Mamadou Lamine Diallo. Au moins, vous pouvez reconnaître que nous ne sommes pas du tout d'accord. L'exemple le plus patent, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de la Sonacos.
les partisans du PSE, les Amadouba, les partisans de Benno Siggil Sénégal, étaient pour qu'on cultive de l'arachide et qu'on exporte les graines d'arachide, cette fois-ci en Chine. Mais c'est ça le pacte colonial. C'est pour ça que Faidherbe a colonisé le Sénégal. Tous nos devanciers ont toujours considéré que ce n'était pas une bonne chose pour le Sénégal. Ce n'était pas une bonne chose pour l'économie sénégalaise. Ce n'était pas une bonne chose pour le bien-être des Sénégalais. Et ce combat-là, les Baba Karba l'avaient gagné, puisque les usines étaient même devenues sénégalaises. Alors, on abandonne tout ça, on veut nous ramener au 19e siècle, où on va cultiver des graines d'arachide et on va les exporter en Chine. Et ici, on va importer de l'huile de palme ou de soja ou je ne sais pas quoi. Cette huile que tout le monde décrit comme étant, en tout cas, impropre à la consommation telle que nous, en tout cas, nous l'utilisons. Eh bien, et à ce moment-là, l'huile d'arachide, qui est la bonne huile, qui correspond à la façon dont on cuisine, le thiebouillon par exemple, eh bien, voilà, cette huile d'arachide ne sera disponible que pour les 1% de la population logée à Benno Siggil Sénégal ou à Benno Bokk Yakaar. C'est une divergence radicale. Il faut me le concéder. Quand on me dit oui, tu es compliqué, Mamadou Lamine Diallo. Mamadou Lamine Diallo, tu ne te prends pas pour X, Y, Z. Tu ne veux pas collaborer avec Macky Sall. Pourquoi tu ne vas pas être sous les ordres de Macky Sall? Alors peut-être c'est parce que tu es milliardaire, tu as beaucoup d'argent, que tu peux te permettre de faire ça. Non, j'ai des convictions. J'ai des convictions sérieuses. Je ne fais pas la politique pour du tapalé. Je fais la politique sur la base de convictions extrêmement sérieuses. Sur l'avenir du Sénégal et de l'Afrique. Vous prenez le responsabilisme. C'est quoi? Expliquez-nous. C'était qui Amdiari. C'est ça qu'on a traduit en français en responsabilisme ou responsabilism in English. Donc, c'est une doctrine politique que nous avons élaborée, Moussa Ndiaye et moi-même, ici, en partant de notre histoire, de nos réalités socioculturelles et de notre compréhension du monde et de l'évolution du monde qui est en train de s'occidentaliser autour de la culture gréco-romaine. Tout cela, après ce travail, nous avons décidé que pour nous, voilà les principes qui doivent guider notre action politique. Voilà les principes et les valeurs qui vont guider la libération du Sénégal et de l'Afrique. Cette doctrine politique, nous l'avons élaborée nous-mêmes. Elle n'a pas été élaborée à l'extérieur et c'est elle qui... Sous-tendu par des survivances idéologiques comme la gauche, le capitalisme, le libéralisme et tout. Enfin, on ne peut pas dire que forcément, toute doctrine politique qui naît tire les leçons du 19e siècle et du 20e siècle, marquée par cette lutte entre le capitalisme et le socialisme, ou le libéralisme et le socialisme. Ces doctrines politiques ont eu leur pendant dans nos pays, très clairement, mais leurs sous-bassements philosophiques sont bien compris par nous-mêmes, et nous estimons, pour nous, que le propre de l'homme, c'est d'être utile. L'homme est sur terre pour être utile. Il faut organiser l'utilité de l'homme par rapport à lui-même, par rapport à sa famille, par rapport à son quartier, son village, sa commune, par rapport à sa patrie, par rapport à son peuple, et s'il le peut, par rapport au monde. Et aujourd'hui, les sociétés occidentales qui sont en panne, idéologiquement, se posent de plus en plus la question de savoir est-ce qu'effectivement il ne faut pas revenir à l'altérité, il ne faut pas en revenir à l'idée que l'homme doit être utile. Il y en a même qui parlent du capitalisme responsable. L'Institut Montaigne en France a fait un séminaire autour de tout cela pour dire que les idées de Teki marchent, elles sont en train d'envahir le monde, que cela ne plaise pas à mes détracteurs, c'est leur affaire, ce sont de gros paresseux qui pensent que pour eux, la seule chose qui compte, c'est d'avoir du cash dans les poches, c'est de s'enrichir indéfiniment, alors que pour nous, il s'agit d'être utile. Comme Serigne Touba a été utile au Sénégal et à l'Afrique. Vous vous présentez dans un contexte économique peu reluisant. Voilà, vous avez vu l'immigration clandestine est en train de ravager le pays. Est-ce que vous avez vraiment une solution pour résoudre le chômage au Sénégal? Tout à fait. D'abord, il faut quand même dire
que les Sénégalais, vous dites, sont ravagés par l'immigration clandestine. Les jeunes prennent les pirogues pour aller en Europe. Mais aussi, ceux qui restent ici et leurs familles sont ravagés par la hausse des prix. Alors, cette hausse des prix, l'année dernière, en 2022, à l'Assemblée nationale, j'ai interpellé Amadou Ba, publiquement, ainsi que Moussa Fava. Je leur ai dit, vous, avec le budget que vous me présentez, ce n'est pas tenable, vous allez augmenter les prix de l'énergie. Ils ont dit non. Les députés de Benno Bokk Yakaar votent le budget, et dès 2023, ils vont augmenter les prix de l'énergie et de l'électricité. Voyez-vous, voilà comment ils traitent les députés, voilà comment ils traitent les populations sénégalaises. Amadou Ba lui-même a créé 18 commissions pour lutter contre la cherté de la vie, contre les prix. Ils ont échoué. Amadou Ba a échoué comme Macky Sall. Sur le front des prix, des loyers par exemple, mais également sur le front de l'emploi des jeunes. Pourquoi? Mais parce qu'il faut passer à l'industrialisation du Sénégal. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je le répète depuis 1996 et je ne bouge pas d'un iota. Tout le reste, c'est fadaise. C'est trompe-l'œil. C'est réfugié derrière le Fonds monétaire ou la Banque mondiale. Ces institutions, on connaît très bien, nous ne sommes pas là pour l'industrialisation du Sénégal. Le Fonds monétaire international, c'est le gendarme de la finance mondiale. Alors, première mesure que je vais prendre sur le plan économique, ici au Sénégal, c'est de mettre fin aux contrats, ou en tout cas, je ne sais pas comment on les appelle encore, à ces arrangements, parce que c'est le mot qu'il faut, que l'État Macky Sall a avec un certain nombre de sociétés de pêche venant de Chine ou d'Espagne ou de Corée du Sud, qui sont en train de ravager surtout la Chine. Nos poissons, y compris le yaboy. Je le dénonce depuis toujours. Les régimes précédents avaient préservé le yaboy. Les navires étrangers n'avaient pas le droit de pêcher le yaboy. Le yaboy, c'était pour nous, Sénégalais. Mais même ça, Macky Sall a ouvert ses portes avec ses ministres. Il faut mettre fin à ça. Parce que c'est parce que les pirogues, c'est parce que les pirogues, ou en tout cas les conducteurs de pirogues, ou les piroguiers, ne trouvent plus de poissons dans nos mers, qu'effectivement, certains d'entre eux proposent d'amener en Europe nos enfants, y compris des jeunes filles, souvent des bébés. C'est une catastrophe nationale, il faut l'arrêter. Voilà, bon, je suis avec, je rappelle que vous êtes doctorant en économie, formé à l'école des mines de Paris. Voilà, maintenant nous allons aborder la question de l'énergie. Les premières productions pétro-gazières étaient attendues en 2023, mais finalement, les prévisions ont dit vers le premier semestre de 2024. Vous, est-ce qu'en somme, vous avez une vision claire sur ça? Bien entendu. Cette affaire, que je connais relativement bien, Ousmane Ndiaye, qui est ingénieur des mines, était directeur général de Petrosen. C'était avec lui dans son bureau, je m'en souviens comme si c'était hier, quand on baptisait les différents blocs. On avait divisé donc les différents blocs, aussi bien offshore, c'est dans la mer, que sur terre, onshore. Et ce travail a été fait avec lui. C'est un ami de Macky Sall, d'ailleurs, celui qui a porté à bout de bras Macky Sall pour l'installer ici. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison. Mais toujours est-il que lui-même a beaucoup travaillé. Le gaz de Gadiaga, qu'on exploite encore, de Thiès, c'est lui qui a découvert ça avec Petrosen. Alors, pour dire que ce travail a été fait depuis longtemps, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est Macky Sall qui, d'un coup de baguette magique, a trouvé le gaz au Sénégal. On dit qu'il est ingénieur, c'est pourquoi le pétrole et le gaz à son origine. Andia est ingénieur avant lui, il y en a plein d'autres qui sont ingénieurs, je suis ingénieur avant lui, etc. Donc, non, c'est un travail collectif. Sur longue période, hein. Très longue période. On avait découvert du pétrole dans les années 62. C'est pourquoi les Mamadou Dia ont fait la raffinerie. C'est ce qu'on appelle voilà, donc le DN14 à l'époque. Donc, en 2010, il était établi par les experts, par les ingénieurs, qu'on avait des hydrocarbures dans le bloc de Saint-Louis et dans le bloc de Kayar.
Il faut forer pour savoir si c'est du gaz ou du pétrole. Les discussions sont engagées. Les discussions sont engagées avec les autorités sénégalaises, avec des compagnies comme Touloy par exemple. Et Macky Sall, lorsqu'il arrive au pouvoir en juin 2012, décide avec son frère Alioune Sall de donner ses blocs à Franck Timis ou à ses sociétés qu'on venait de créer. Et voilà, Ali Ngouille était à la manœuvre, évidemment, comme vous savez. Donc, ces deux blocs, Franck Timis les a bloqués, mais on sait maintenant au profit de Cosmos, peut-être de BP derrière, parce que Cosmos avait décidé de forer en Mauritanie. Ils ont foré en Mauritanie, ça n'a pas marché, et donc ils sont venus récupérer les blocs que Franck Timis avait gardés pour eux au Sénégal. Et donc, ils ont foré à Saint-Louis, ils ont foré à Kayar, et ils ont trouvé ces 20 milliards de TCF, donc beaucoup de gaz ont été donc découverts. Alors, est-ce que ce sera une malédiction ou pas? Tout dépend de ce qu'on va faire. Est-ce que ça va servir le développement économique et le bien-être des Sénégalais? Ça dépend, tout dépend de ce qu'on va faire. Encore une fois, ici, les institutions, la gouvernance, c'est la chose la plus importante. Pourquoi j'ai dit qu'il faut encadrer les pouvoirs du président de la République dans ce domaine? Au niveau local déjà. Vous avez vu ce qui s'est passé à Saraya. Nous-mêmes, députés, nous avons créé le RGM. J'étais le président du réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales. J'ai présidé pendant 5 ans. J'ai passé le témoin à Demba Babaye Sow de l'APR, député de France. Nous avons parcouru le pays. On a vu ce qui s'est passé à Saraya. Les femmes, Mme Hélène Tine a bien vu ça. Tous, nous sommes d'accord qu'au niveau local, il y a des choses à faire. Les populations locales ne sont pas informées, elles sont marginalisées dans l'information, souvent dans la formation et puis dans le partage des revenus. À l'Assemblée nationale, Macky Sall a accepté mon idée de commission mine et énergie, mais il a dévoyé l'idée comme d'habitude parce que lui considère que l'Assemblée nationale, c'est l'annexe du palais. C'est sa chasse gardée. Voilà, donc c'est sa chasse gardée. Et donc, par conséquent, il nous faut rééquilibrer les pouvoirs du président de la République dans ce domaine, comme j'ai dit, en ayant une partie au niveau local, l'autre au niveau national, à l'Assemblée nationale. Et puis, évidemment, l'administration, le ministère, le président de la République, également, ils ont leur part à jouer dans cette affaire-là. Alors, en ce qui concerne le gaz et le pétrole, ce que je vous dis là, je n'ai rien inventé. Vous allez voir Moustapha Kassé, qui est notre pape de l'économie ici, il vous dira la même chose. Les Adebayo Adeteji du Nigeria déjà le disait, que si vous voulez vous développer, il faut transformer industriellement, localement, vos matières premières. Le pétrole et le gaz. Donc nos devanciers l'ont dit. Ici même, peut-être que le Parti socialiste de Mme Aminata Mbengue Ndiaye ne va pas me démentir. Le président Senghor avait un projet ici, de Fana Pahlavi, à Kayar, complexe pétrochimique. M. Diaw, Itok, Baba Diaw, Jean-Michel Seck, DG, qui a été DG de la SAR, de la raffinerie. Ils ont été formés dans ce cadre-là. Alors, avec notre gaz, c'est le minimum, il nous faut un complexe pétrochimique. Si moi j'étais président en 2012-2013, évidemment, on allait s'orienter vers cette direction. Les compagnies pétrolières comme BP ou Cosmos ou Touloy avec qui on va travailler sur ces projets, moi je leur dis très clairement, ce qui m'intéresse, c'est la réactivation. Alors, avec notre gaz, c'est le minimum, il nous faut un complexe pétrochimique. Si moi j'étais président en 2012-2013, évidemment, on allait s'orienter vers cette direction. Les compagnies pétrolières comme BP ou Cosmos ou Touloy avec qui on va travailler sur ces projets, moi je leur dis très clairement, ce qui m'intéresse, c'est la réactivation. Mais vous êtes d'accord que nous n'avons pas encore les moyens d'exploiter quand même? Comment ça? Est-ce que le Sénégal peut mettre des milliards pour l'exploitation? Oui. C'est-à-dire pour faire le complexe pétrochimique. Pour faire le complexe. Et je veux dire, sur les questions pétro-gazières de manière générale. Il ne faut pas qu'on vous terrorise avec cette histoire d'argent et de financement. N'est-ce pas? Il ne faut pas du tout qu'on vous terrorise avec ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Un complexe pétrochimique avec notre gaz qui nous appartient. Évidemment, nous avons signé des conventions avec ceux qui ont découvert, etc. Très bien. Et donc, pour construire aujourd'hui des unités de pétrochimie,
bien, nous avons les business plans. On sait que, au sortir donc, de ces complexes, voilà tel et tel produit qu'on va vendre. Et par conséquent, nous allons avoir les partenariats qu'il faut pour construire ce complexe pétrochimique. Je vous ai dit, Senghor, à l'époque, il voulait le faire avec l'Iran. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui savent faire ça. Nous avons également beaucoup d'ingénieurs. Il y a beaucoup plus de Yahoo Itok maintenant qu'en 70. Et donc, nous savons, si on monte le projet, l'État du Sénégal est engagé dans cette filière. Et c'est une filière industrialisante qui fait partie de notre programme, de notre agenda de redressement du Sénégal. Pour résorber le chômage. Exactement. Et pour nous, c'est très clair. Donc, que personne ne vienne me dire, j'entends souvent dans les réseaux sociaux, oui, mais on n'a pas l'argent pour faire l'industrialisation du Sénégal. On a l'argent pour faire quoi? Pour faire le terre? 1000 milliards? 1000 milliards? Mais déjà vous-même, vous l'avez soulevé pour le déplorer, notre endettement qui flambe aussi. Est-ce qu'il n'est pas temps de rationaliser par rapport à ça? Alors, donc pour dire que nous avons la possibilité aujourd'hui, si on s'engage dans l'industrialisation, d'utiliser nos ressources pétrolières et gazières pour éviter la malédiction, créer les emplois pour les jeunes et assurer le bien-être des populations, de manière équilibrée, sur le territoire national, pas seulement dans la région de Dakar. Voilà notre agenda de redressement du pays. Et c'est possible. Je vous dis, c'est vraiment possible. Moi, je suis engagé dans ça. Je travaille avec des inventeurs. Vous savez, le gaz peut servir à transformer le fer de la Falémé, où on a 800 millions de tonnes, en acier. On peut au Sénégal avoir une filière automobile. Ça fait partie de nos programmes d'industrialisation. Et c'est possible. Il y a un jeune Sénégalais, j'ai oublié son nom, qui a inventé une voiture à Ziguinchor. Avant même, quand j'étais petit, il y en avait un qui avait inventé une voiture, il paraît qu'il était de Tambacounda, je crois, qui s'appelait Gaïndé. Il y a le jeune inventeur de Barnier, la Sam, qui a fait une machine en laver solaire. J'avais visité avec Aïda Mbouch, elle était toute contente. Moi-même, je travaille avec des ingénieurs sénégalais pour qu'on ait un moulin à 1000 domestiques, comme les cafetières là. Et on est très avancé sur le projet. Moi, c'est ça que je fais. Je ne suis pas là en train, comme il le raconte, il raconte des histoires, mais je parcours le monde en faisant des consultations au lieu de venir être esclave de Macky Sall pour qu'il me donne des ordres du matin au soir. Donc, pour dire simplement que c'est possible, vraiment, de faire du Sénégal, de ramener ici des usines pour que les jeunes travaillent. C'est possible que le Sénégal, à la tête de l'Afrique de l'Ouest, soit dans le G10 en 2045-2049. C'est la perspective. Et maintenant, comment vous allez l'adapter avec les questions environnementales? Bonne question. Oui, les questions environnementales. Vous y êtes, c'est important. D'abord, moi, je vais protéger les ressources naturelles, les forêts. Les forêts de Casamance. Aujourd'hui, on va vers Goudiri. Il faut arrêter vraiment le pillage de nos forêts. J'avais même écrit à l'ambassadeur de Chine sur cette question-là. Parce qu'une partie, évidemment, de l'exploitation sauvage de ce bois transite par la Gambie et va en Chine, qui fait des meubles et nous les revend. Alors, il faut protéger nos forêts. Souvent, les maires Benno Bokk Yakaar sont complices. On va arrêter vraiment ce pillage-là. Mais les industries sont polluantes. Elles ne sont pas toujours polluantes. Il y a des technologies de plus en plus qui ne sont pas polluantes. Évidemment. Et nous allons y travailler. Et c'est possible. On ne va pas accepter que les industries, comme on le voit dans la baie de Han, là, déversent. Non, on a appris de tout cela. Parce qu'avant, les premières industries au 19e, début 20e siècle, il n'y avait pas de préoccupation environnementale. C'est à la fin, vers les années 80, etc., que les organisations non gouvernementales ont commencé à attirer l'attention du monde industriel et scientifique sur cette question. Et aujourd'hui, évidemment, il y a un accord sur le réchauffement climatique, les conséquences, etc. On est entièrement d'accord là-dessus. Nous pouvons avoir des usines qui soient les moins polluantes possibles. Et c'est dans cette direction qu'on va s'engager, en protégeant notre environnement, nos forêts, nos mers, nos plages, etc. Nous avons donc tout un programme lié à ça. C'est pourquoi nous, on parle de bien-être. Les problèmes d'assainissement, voilà, tout cela doit être effectué de manière planifiée, avec, disons, un réaménagement du pays. Je vous dis, il faut éviter d'avoir sur la région de Dakar 15 à 20 millions d'habitants. À ce moment-là, ce sera invivable. Et c'est possible, c'est dès maintenant qu'il faut prendre ces dispositions et nous y sommes prêts. Nous y sommes prêts
Donc pour accompagner le peuple sénégalais et les jeunes dans la voie de la prospérité, dans la voie de la restauration de la grandeur du Sénégal. Nous allons aborder les questions internationales peut-être pour finir. Dans la présentation, j'ai dit que vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez travaillé à la Banque mondiale, à l'Union africaine. Justement, vous avez été le directeur de cabinet de Konaré quand il était président de la Commission de l'Union africaine. Maintenant, comment analysez-vous nos rapports avec les institutions internationales? Lesquelles? Bon, je veux dire les institutions de Bretton Woods, par exemple, Banque mondiale, FMI, voilà. Parfois, c'est des institutions qui donnent de bonnes notes, parfois, c'est des institutions qui tapent, voilà. En fait, le positionnement sur le plan, par rapport aux pays africains et au Sénégal n'est pas lisible. Oui. Est-ce que vous prenez pour un changement de paradigme? Voilà. Bien entendu, je l'ai dit déjà, c'est Amadou Ba qui veut être bon élève du Fonds monétaire international. Bon, il veut rester élève d'ailleurs. C'est ça que je ne comprends pas. Aucune ambition d'être enseignant ou étudiant, mais toujours élève. Bon, moi, j'y peux rien, je ne peux pas le forcer. Mais il nous laisse notre Sénégal, il n'a qu'à, s'il veut, aller travailler à Washington. Là-bas, c'est son problème. Donc, il faut savoir ce qu'est le Fonds monétaire, c'est le gendarme de la finance. Et donc, il surveille l'endettement des pays. On encourage les pays à s'endetter, et c'est le Fonds monétaire qui surveille est-ce que ce pays-là va être capable de rembourser. C'est ça le travail du Fonds monétaire international. À côté, il y a la Banque mondiale qui, évidemment, propose des projets et des programmes de développement selon leur propre vision. Je dis, et je répète, et je les connais. Moi, je peux parler aux Américains, je le fais. Je peux parler aux Français, je le fais. Aux Allemands, je le fais. Aux Anglais, je le fais. Aux Turcs, je le fais. Aux Chinois, je le fais. Aux Indiens, je le fais. Aux Brésiliens, je le fais. Aux Iraniens, je le fais. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener des usines au Sénégal dans les directions que j'indique. Et j'ai le soutien du peuple sénégalais, j'ai le soutien de l'élite intellectuelle, j'ai le soutien de l'élite technique et scientifique. Nous allons nous engager dans ces directions. Comme Deng Xiaoping l'a fait, hein, nous allons nous engager dans ces directions comme Mahathir de Malaisie l'a fait, comme également le Premier ministre de Singapour. Jusqu'à présent, on voit que peut-être Mamadou Lamine Diallo, voilà, vous êtes universitaire, les gens sont d'accord que vous êtes un cadre brillant, comme vous avez dit, qui aime le pays. Je n'invente rien, ce n'est pas un commentaire, c'est des faits, c'est des économistes qui le disent. J'ai lu beaucoup d'économistes qui le disent, Mounirou Ndiaye, voilà, beaucoup d'économistes qui acceptent, qui confirment que vous êtes un brillant économiste, un homme qui aime ce pays-là. Mais, à part vous, par exemple, dans le mouvement, est-ce qu'il y a d'autres ressources humaines, voilà, des gens, une équipe prête à diriger ce pays-là? Ah oui, c'est vrai que la presse ne nous fait pas beaucoup de place pour que les autres puissent s'exprimer. Il y a Amadou Dieng, qui est notre porte-parole, qui a été formé dans Teki, qui est un brillant cadre, hein, c'est un urbaniste. Et voilà, il y a également Dr Sarr, qui est un médecin. Il y a énormément de cadres à Teki. Également, nous sommes dans des alliances. Il y a l'honorable Chérif Montey, qui est un ingénieur et qui travaille avec nous, qui connaît bien l'industrie. Également, je vous ai parlé de Aliou Souaré. Il y a énormément de gens, y compris dans la diaspora. Il y a les Kémos ici, qui sont des ingénieurs dans le domaine électrique. Non, c'est pas ça, franchement, Teki seul a la capacité d'avoir un gouvernement beaucoup plus fort, beaucoup plus responsable, beaucoup plus capable que les ministres de Macky Sall. Hein. Que quand ils viennent à l'Assemblée nationale, vous avez presque honte. C'est très clair. Maintenant, au Sénégal, nous sommes ouverts. Hein. Nous allons travailler avec tous les patriotes, qu'ils soient de Teki ou pas. Ce qui compte pour moi, je l'ai toujours dit, c'est d'être patriote, c'est d'être travailleur, c'est d'aimer son pays et d'être évidemment expert ou en tout cas être travailleur dans un domaine. Les gens vous considèrent comme voilà, un rebelle, un dissident. Pourquoi vous n'êtes pas entré dans un gouvernement, par exemple, avec toute cette capacité-là que vous avez? Pour moi, la priorité elle est institutionnelle. Moi, comment voulez-vous que je m'entende avec un président de la République qui croit qu'il est roi? C'est pas possible. Je ne suis pas formé pour ça. Une chose très simple. Quand le président voyage, vous abandonnez tout ce que vous faites, vous allez l'accompagner à l'aéroport. Quand il revient, vous faites la même chose. Au nom de quoi? Au nom de quoi?
Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je n'y crois pas. Et quand j'étais à l'Union africaine avec le président Konaré, vous l'avez rappelé, j'ai eu cette discussion avec lui. J'ai dit, président, donnez-moi une explication. Pourquoi vous, chef d'État africain, vous voulez ça? Bon. Sans trahir un secret, il m'a dit, tu sais, nous, les Africains, nous aimons être accueillis quand on voyage. Bon. J'ai compris que mon président m'a dit ça comme ça, mais voilà. Il n'a pas fait de sondage ni d'études pour dire que les Africains, dans leur écrasante majorité, étaient comme ça. Peut-être vous serez au deuxième tour avec Amadou Ba, mais vous avez eu déjà en amont des mots durs à son encontre. Vous croyez que c'est faire du maquis sans maquis avec lui? Lui-même l'a dit. Amadou Ba. Il a dit que si le président, c'est Macky qui va diriger. C'est ce qu'il a dit, c'est lui-même qui a dit ça. Quand, il a même peur de parler, là. On ne sait pas ce qu'il pense. D'ailleurs, qui sait ce que Amadou Ba pense dans ce pays? Il est derrière, il dit, je suis élève du Fonds monétaire. C'est pire. C'est pire, il faut sortir de la ruse. Parce qu'il faut faire en sorte que les Sénégalais aient confiance en leur avenir, aient confiance en leur capacité, aient confiance en leur talent, aient confiance au monde, sans complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Et c'est le leader qui doit les aider à traverser ce cap. C'est notre rôle. Donc Amadou Ba, ce n'est pas un problème, il n'a aucune idée sur aucune question, c'est un paresseux. Ce que j'ai dit de lui, ce n'est pas méchant, j'ai dit c'est le patron de la bourgeoisie foncière. C'est vrai, il était directeur général des impôts et des domaines. Il y a une loi qu'il a fait passer sur la question foncière. Et aujourd'hui, je parle de bombe foncière. C'est même Macky Sall qui a utilisé le terme. Il dit que tous les rapports qu'il reçoit des services de renseignement lui parlent de bombes foncières, de conflits fonciers partout au Sénégal. C'est pourquoi je parle même, c'est des mines. Posées par qui? Mais c'est Amadou Ba. Il était directeur général des impôts et des domaines. Il est le principal responsable de cette politique. Et aujourd'hui, il est chef, ceux qui le portent, ceux qui le soutiennent. Macky Sall lui-même a dit qu'on lui a imposé Amadou Ba, parce qu'il ne voulait pas d'Amadou Ba. Mais qui lui a imposé Amadou Ba? Ce sont les partisans de la bourgeoisie foncière. C'est clair. C'est eux qui ont accaparé les terres dans ce pays. Et ils ont peur de les perdre. Donc ils font tout pour que Amadou Ba reste au pouvoir et leur permettre de consolider ça. Mais tu sais, le drame, et ce qui est ironique, c'est qu'ils accumulent du foncier, de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils savent faire avec ça? Rien. Rien. Peut-être planquer l'argent dans les comptes offshore, peut-être, mais rien. Aucune industrie, aucune entreprise. Il ne faut même pas de fonds d'investissement pour soutenir les entreprises en place. Aucune idée sur aucune question. Donc, aucune valeur ajoutée pour le Sénégal. C'est ça, Amadou Ba. Mamadou Lamine Diallo, c'était un plaisir de vous recevoir. Donc, je vous laisse conclure. En tout cas, merci beaucoup de vous être déplacé, de nous donner la possibilité d'expliquer au peuple sénégalais, mais également à la diaspora, aux amis du Sénégal, aux pays qui sont autour du Sénégal, nos voisins, ce que Mamadou Lamine Diallo, président de la République, va faire. Avec moi, pas de tapalé. C'est-à-dire, c'est le sérieux. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes là pour aider notre pays à restaurer sa dignité. Nous sommes là pour restaurer la grandeur de notre peuple. C'est ce combat-là que nous menons. Et c'est un combat extrêmement sérieux pour nous, qui demande de la discipline, de l'organisation, de l'engagement. Le Sénégal est plus solide que les autres. On a vacillé à un moment donné, comme je vous dis, Macky Sall est revenu à la raison, il dit « je ne ferai pas un troisième mandat ». Si c'était engagé dans cette voie-là, je pense qu'on aurait vacillé. Maintenant, il y a l'hypothèse Ousmane Sonko qui est sur la table, qui n'est pas négligée, parce que quand même le PASTEF représente quelque chose dans ce pays. Ils ont une cinquantaine de maires, plus de 25 députés, je crois. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et une partie de la jeunesse également, ou pour ne pas dire la majorité, voit en Sonko son libérateur. Et donc, ça, c'est sur la table. C'est sur la table. Et donc, il nous faut être grand. D'abord, Macky Sall lui-même. Il a été grand en renonçant à son troisième mandat. J'espère qu'il sera grand en créant les conditions d'une élection présidentielle pacifique et juste. Il devrait accepter de nommer un ministre chargé des élections qui soit différent de Sidiki Kaba. Je pense que s'il le fait, s'il engage la libération des détenus politiques du PASTEF et de Sonko, nous pouvons aller à l'élection présidentielle
de manière pacifique, de telle sorte que le Sénégal connaisse ce que tout le monde veut, cette alternative patriotique et citoyenne que je représente, pour laquelle je me bats depuis 2007, et donc mettre en œuvre cet agenda de redressement du Sénégal avec tout le monde, tous ceux qui aiment le Sénégal, tous ceux qui sont prêts à travailler sérieusement pour le Sénégal. Eh bien, avec cela, et nous serons les femmes et les hommes, la diaspora, nous allons engager cet agenda de redressement du Sénégal, mettre le Sénégal sur les rails, et les autres vont continuer. Et je vous dis, je peux vous assurer que le Sénégal sera dans le G10 en 2045 et 2049. Il y aura du cash dans les poches, comme dit Oustas Alioune Sall, à la fin de ses discours ou de ses prêches. Il y aura du bien-être, il y aura du respect dans les familles, et les Sénégalais seront utiles, les jeunes seront utiles, et ils pourront évidemment faire plaisir à leurs parents retraités et à leurs mamans qui se sont beaucoup sacrifiés pour leurs études. Voilà ce que je propose aux Sénégalais, c'est possible, c'est dans nos cordes. Alors allons-y pour 2024, pour l'agenda de redressement avec MLD 2024. Merci, je vous souhaite une très bonne chance. Et chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre candidat.